Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marika, comment allez-vous? Très bien, et vous? Voilà, tout plaisir est pour moi. On redémarre une nouvelle émission ensemble avec un nouveau sujet. Alors cette fois-ci, on rentre dans des sujets vraiment sérieux, hein. On fait un focus sur le private equity. C'est vraiment le sujet du moment pour les particuliers et on sent qu'il est en train de s'ultra-démocratiser. Alors quand quelque chose s'ultra-démocratise, ça veut dire que les producteurs ont besoin des consommateurs et Mm. donc lancent quelque chose et vont chercher des petits ruisseaux pour faire leur grand fleuve. Et vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi, un petit peu comment et comment il faut y aller en sachant que la plupart des particuliers n'en ont jamais fait ou en ont fait très très peu ou une seule fois. Donc on est vraiment dans un sujet neuf pour la majeure partie des gens. Allez, on vous écoute. Ouais, mais j'aime beaucoup l'intro parce qu'effectivement, enfin, on va dire depuis 10 ans, il se passait pas grand-chose en termes de particuliers. Et maintenant, il y a vraiment une offre depuis 2 3 ans parce que les conditions de marché sont un peu plus complexes et du coup, bah, il faut d'autres types d'investisseurs. Mais donc, avant d'aller sur quel type de produit on peut avoir accès, etc., on va juste un peu définir ce que c'est. Parce qu'encore une fois, c'est une classe d'actifs qui est un peu méconnue dans le sens où elle est un peu alternative. Du coup, bah, elle est moins utilisée que d'autres classes. Pourquoi? Souvent parce que c'est un marché qui est niche, qui n'est pas accessible à l'investisseur de base. Donc, même s'il y a de plus en plus de possibilités maintenant, mais à l'époque, fallait absolument un gros ticket d'entrée et on parle souvent de quelque chose comme 25 millions de dollars. Donc, c'est quoi le but? C'est d'acheter des entreprises qui sont non listées. Donc, ça veut dire qu'ils ne traitent pas sur le marché. Et c'est d'extraire de la valeur. Donc, du coup, comment on peut faire en sorte que la boîte soit mieux gérée, qu'elle soit plus digitale, etc. Donc, c'est vraiment créer de la valeur à partir d'une position qu'on prend. Donc, il y a deux types de private equity. Il y a ce qu'on appelle le LBO, le leverage buyout, ou le VC, qu'on appelle venture capital. Donc le premier, LBO, le but, c'est de prendre une position qui est majoritaire dans le capital de l'entreprise. Donc le fait que ce soit majoritaire, c'est 50% ou plus, donc c'est vraiment une grosse, grosse implication. Et ce genre d'investissement, en fait, il est énormément financé par la dette. Donc, on parle de 90% de dette par rapport à 10% souvent de fonds qui sont mis. Donc, énorme, énorme leverage, en fait. Le leverage, c'est la dette. L'autre possibilité, c'est de faire du venture capital. Donc, ça, c'est prendre une position aussi dans la société, mais qui est souvent plus minoritaire. Et il y a plusieurs types d'entreprises. Donc, ce sont que des mots en anglais, mais globalement, donc pre-seed, seed, scale-up ou pré-IPO. Mais donc, c'est juste une différenciation en fonction de la maturité de l'entreprise. Donc, pre-seed, c'est vraiment, c'est à peine une entreprise, c'est vraiment une idée. Puis après, seed capital, ça va être, c'est une entreprise, mais ils n'ont pas nécessairement encore de revenus. Puis scale-up, ils ont des revenus, mais ils ne sont pas encore en train de faire des profits, mais ils y arrivent. Et puis pré-IPO, du coup, IPO, c'est quand on va être listé sur le marché. Donc ça, c'est une grosse notoriété, des gros profits et du coup, pas mal de clients. Donc, plusieurs types d'entreprises, plusieurs types du coup de cycles. Et qu'est-ce que les personnes qui vont justement investir dans ces entreprises regardent? Donc, il y a clairement le taux de rentabilité. Donc, ça, c'est toujours un peu le numéro un. Mais il y a plein d'autres critères qui sont moins financiers, c'est-à-dire l'entrepreneur, par exemple, ou l'entrepreneuse, et la team qui est derrière. Donc, c'est vraiment la vision, oui, la vision, l'esprit d'équipe, etc. Évidemment, on va regarder la technologie, voir à quel point il y a une solution qui est pratique, etc. Et regarder beaucoup tout ce qui est data, les données, les process. Pour encore une fois, le but, c'est de créer de la valeur et donc dans la chaîne de décision, dans la chaîne de production, dans la chaîne, enfin toutes les chaînes, en fait, ils vont regarder où est-ce qu'on peut avancer plus ou faire mieux. Voilà.
C'est un process d'investissement qui est hyper long. C'est aussi un autre grand facteur du private equity. On parle de 10 ans, voire même plus. Pourquoi? Parce que quand on pense à créer un fonds de private equity, du coup, faut créer la structure, faut avoir l'idée et déjà une notion des entreprises dans lesquelles on a plus ou moins envie d'investir, même s'il n'y a pas encore de recherche ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de créer une équipe. Et donc, de commencer les recherches, commencer les process d'investissement, etc. Et un fonds de private equity, ça ne va pas être une seule entreprise qui va être achetée. Il va y en avoir en général une dizaine. Donc, du coup, investir dans une dizaine d'entreprises, sachant qu'encore une fois, ce sont des entreprises qui sont beaucoup moins matures, où il faut beaucoup plus chercher l'information, etc. En gros, le processus d'investissement, ça peut mettre jusqu'à 5 ans. Juste histoire d'avoir de la donnée, de vraiment comprendre la stratégie, etc., etc. Et après, il y a une autre période de 5 ans où là, c'est vraiment ce qu'on appelle la période de collecte ou de récolte en fait des profits. Donc, on investit. Donc, pendant 10 ans, on dit, OK, je m'engage à donner de l'argent, mais il n'y a que possiblement dans les 5 dernières années qu'il y a un retour sur investissement. Donc, évidemment, vu que c'est une longue période, vu que au début, on donne l'argent, mais on n'a rien jusqu'à ce qu'on collecte, qui est donc au bout de 5 ans ou plus, c'est possible quand même d'en sortir. Donc là, il y a le marché secondaire qui existe. Le marché secondaire, c'est l'offre et la demande. Donc, ça va dépendre de est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait acheter la position que j'ai. Donc, ça va dépendre de vous, votre envie d'en sortir. Si c'est juste parce que vous ne croyez pas au fond, possiblement, il n'y aura pas grand monde qui sera intéressé. Bref, mais n'empêche que ça quand même existe. Et du coup, pour relier pourquoi on en parle de plus en plus en ce moment, c'est que justement, on parle de fonds de fonds. Et donc, les fonds de fonds, c'est quoi? Ça va être une solution où en fait, il y a une structure qui va se mettre en intermédiaire, un peu comme un broker en fait, qui va prendre les ordres des particuliers du coup. Donc, les ordres, ce sera plus 25 millions, mais ce sera à partir de souvent 100 000 euros, dollars ou autres. Et du coup, ils vont agglomérer tous ces ordres, les bucketer, enfin les mettre en... Voilà. Et pour après faire des ordres, du coup, possiblement de 25 millions ou plus, mais n'empêche que ce sera accessible à beaucoup plus. Donc, ça rend la solution beaucoup plus accessible. Ça regroupe du coup plein d'investisseurs avant de pouvoir faire ce gros ticket. Mais comme il y a cet intermédiaire, évidemment, il y a 2 fois des frais. Il y a les frais du fonds de private equity qui va investir et puis il y a les frais de ceux qui ont pris les ordres des particuliers du coup. Donc, il faut bien comprendre la structure des frais et aussi, c'est une classe d'actifs qui est risquée. Pourquoi? Parce que les positions qui sont prises dans les entreprises, elles sont encore assez jeunes. Et donc, des entreprises assez jeunes, il y en a pas mal qui vont faire défaut, il y en a pas mal qui vont très bien réussir, mais du coup, c'est une petite portion, etc. Et donc, souvent, on dit que même si à partir de 100 000 euros, c'est accessible, on peut faire un ticket, il y a souvent pas mal de gens qui disent, OK, faut avoir une valeur nette de entre 1,5 million et 5 millions d'euros pour pouvoir investir dans ce genre de fonds. Pourquoi? Parce que ça permet juste si on perd ces 100 000 euros, ça va, il y a autre chose. Voilà. Et la grosse... donc, j'ai dit sur les frais, faire attention. L'autre chose où il faut faire vraiment attention, c'est la différence de performance. Donc, parce que c'est une classe d'actifs qui rémunère pas mal. On parle de quelquefois 20% de taux de rendement, donc c'est quand même plutôt attirant. Encore une fois, qui dit performance, pardon, dit risque. Mais en fait, il y a des fonds qui sont très bons, qui sont très bien gérés, qui connaissent un peu les bonnes boîtes, qui vont faire des très, très bonnes performances. Et donc, ceux-là, on va dire qu'ils sont dans le premier quartile, donc c'est les meilleurs. Et en fait, il y a une énorme différence, même si la totalité des fonds font en général 15-20%,
Du coup, les meilleurs fonds vont en faire possiblement 25-30, alors que les moins bons vont en faire 5. Donc, euh, ouais, vraiment grosse différence sur les performances auxquelles il faut faire attention. Bon, alors, vous avez dit beaucoup de choses. On va voir. Donc, il y avait une habitude, c'est vrai, qui était de demander des très grosses sommes, 25 millions. Après, elle a peut-être un peu baissé. De ce que j'ai entendu, moi, on acceptait plutôt les gens à partir de 5 millions et des choses comme ça. Globalement, de mon point de vue, c'est juste un environnement de l'ancien temps, puisque ces structures, elles ont fait les mêmes efforts en termes de digitalisation, les mêmes efforts en termes de rationalisation, les mêmes efforts en termes de tout. Et aujourd'hui, si elles voulaient, elles pourraient prendre des sommes beaucoup plus petites. Il y a aucun souci, tout le monde a la technologie pour ça, même des sociétés nettement moins développées qu'elles. En revanche, elles devraient construire des équipes de middle office et des équipes de back office pour toute cette nouvelle clientèle. Comme elles ne veulent pas construire ces équipes-là, en vérité, quand on dit elles ne veulent pas construire, ça veut tout simplement dire qu'elles ne veulent pas investir pour développer ces équipes. Elles ont trouvé la bonne idée d'avoir des intermédiaires qui, en fin de compte, vont être leurs distributeurs. Et en étant leurs distributeurs, comme ils vont distribuer soit des fonds de fonds, soit même des fonds directs, c'est-à-dire qu'eux vont en acheter pour 10 millions et ensuite ils vont saucissonner ça en des sommes de 50, 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million, c'est eux aussi qui vont assurer le back ou le middle office. Et voilà un petit peu les choses qu'on va avoir. Alors, moi, le sujet que je voudrais vraiment voir avec vous, c'est-à-dire que quand ces sociétés, elles déclarent des revenus, enfin des rentabilités de 12, de 15, de 17, de 20, de 18%. D'abord, si elles déclarent ça, j'ai envie de dire, c'est pas un effet constant. La période de collecte en 5 ans, en réalité, c'est parce qu'elles ne veulent pas de votre argent tant qu'elles n'ont pas la cible pour le collecter. Elles vous demandent l'argent un mois avant d'avoir la cible pour le collecter. Et des fois même, alors maintenant ça va plus se passer, mais ces quelques dernières années, elles allaient emprunter de l'argent à 0,30 ou 0,40 sur 2 ans ou 3 ans. Elles se servaient de cet argent pour investir et elles appelaient votre argent plus tard, ce qui allait avoir pour effet d'augmenter votre TRI, puisqu'en fin de compte, la période entre le moment, le top départ où vous avez mis les sous et le top départ où elles vous rendent les sous était plus court. Donc, elles ont, j'ai envie de dire, légalement et intelligemment triché. C'est-à-dire que, enfin, la triche ne commence pas dans ce qu'elles font, mais la triche commence quand elles comparent leurs résultats aux autres fonds. Globalement, vous achetez des parts de société, donc ce sont des actions. Donc, si vous achetez un fonds d'action listé, donc un fonds d'action coté, ce sont des actions aussi. La comparaison entre les deux est légitime, mais j'ai envie de dire à la loyale. À la loyale. C'est-à-dire que si on compare, on compare ça. Alors que les autres prennent du cash et les autres sont tout le temps obligés d'investir, ou alors s'ils n'investissent pas, parce que le règlement de leur fonds leur permet de ne pas investir et d'avoir une partie en cash, ils ont du cash et dans une période où le cash vaut zéro, eh ben, ils doivent assumer un zéro. Comme ils ont 2 ou 3% de frais, ils assument un moins 2 ou un moins 3 en attendant d'avoir une idée ou une stratégie appliquée. Ce que ne font pas ou n'ont pas fait les gens du private equity. Donc moi, le premier message que je lance, les résultats du private equity dans les 10 ans à venir vont baisser. Et ça, tous les particuliers qui veulent investir doivent le savoir. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des mauvais résultats, mais ils vont tout simplement baisser puisque les conditions vont changer. On n'a plus ces taux zéro, donc ils ne vont plus pouvoir s'appuyer sur cette gymnastique. D'un autre côté, vous avez des gens qui vous disent que c'est vraiment le bon moment pour rentrer puisque les conditions de marché ont changé. Il n'y a plus une surenchère violente et on ne va plus être obligé d'acheter à tout prix et donc d'acheter cher pour revendre encore plus cher. Mais on va pouvoir acheter bon marché ou on va pouvoir acheter à des prix raisonnables en espérant vendre plus cher. Mais
souvent, quand il faut mettre de l'argent, avant l'argent coûtait rien, c'est-à-dire que quand une société de capital risque achetait une cible avec l'argent donc des investisseurs et que cette cible avait besoin de quelques millions pour se développer, elle allait voir la banque et elle prenait ces quelques millions, encore une fois, jusqu'avant la guerre en Ukraine, ces quelques millions, sur 5 ans, elle devait avoir des prêts à des taux de 0,70, 0,80 ou peut-être 1,50, puisque c'était des forces de frappe très solides avec des garanties très fortes. Tout ça, c'est fini aussi. Donc tout ça, ça va changer la donne. Donc pour les particuliers, méfiez-vous. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera mauvais, ça je le répète, mais ça veut dire que probablement que l'écart entre le non-coté et le coté va se resserrer. Alors ça, il y a David Calfon qui nous a rejoint. Normalement, il ne doit pas parler à ce moment-là, mais on va quand même lui demander de parler à ce moment-là et de nous dire juste sur ce point très précis. Donc, moi, ce que je dis dans la suite de l'exposé de Marika sur le non-coté, que l'écart entre le coté et le non-coté va se réduire dans les années à venir. Vous en pensez quoi, David? Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, parlez bien fort, mais on vous entend. Super. Écoutez, je ne peux que adhérer à cette thèse pour plusieurs sujets en fait. Et l'un des sujets, alors bien sûr, Bernard, vous avez très justement évoqué cette petite différence quand même de calcul de performance qui n'est pas neutre. Mais au-delà de ça, il faut voir que il y a eu un afflux de cash dans les fonds de private equity et d'actifs privés en général qui a été sans précédent. Il y a eu une première vague qui a été soutenue par les investisseurs institutionnels, une deuxième vague qui est en train de se faire auprès des investisseurs individuels. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. À la fin, lorsque les fonds d'actifs privés reçoivent cet argent, ils sont obligés de l'employer finalement coûte que coûte. Ça veut dire que finalement, ils se dirigent vers des projets qui sont de plus en plus chers parce qu'ils se font une concurrence entre eux pour arriver à employer, à déployer leur liquidité. Et ça, donc ça c'est l'histoire de ces, je dirais, 3 dernières années. Et le résultat de ces 3 dernières années, comme dans tous les actifs privés, on va le voir dans 7 ans, dans 7 ans. Et donc, effectivement, je suis assez confiant, malheureusement, sur le fait que cette fameuse Eldorado de l'actif privé va peut-être se dégonfler, qu'on va se rendre compte que finalement, les actifs privés, c'est très bien, mais c'est tout simplement une prime. Et cette prime qui est exploitée dans les actifs privés, c'est la prime de liquidité. C'est qu'effectivement, vous êtes bloqué pendant 10 ans, eh bien, vous êtes rémunéré pour avoir accepté de bloquer votre argent pendant 10 ans. Et donc, c'est normal que vous ayez des rendements supérieurs à ce que l'on peut trouver dans les marchés liquides où où l'argent est disponible à tout moment. Maintenant, pour autant, est-ce que cette prime, enfin, ce n'est pas une prime qui vaut 10 ou 15%, hein, c'est une prime qui vaut quelques pourcentages. Allez, Je pense que ça va se normaliser. on va revenir au sujet. Donc, juste pour une réponse très clairement, la différence de rendement entre les actifs actions cotées et les actifs actions non cotées va-t-elle se réduire? Oui, non, je ne sais pas. Pour Oui. moi, oui. Oui. Alors, attendez. On a Julien Pierre de Lazare, frère, qui nous a rejoint aussi. Donc, c'est bien entendu pas sa spécialité. Bonsoir, Julien. Julien Pierre, passez en mode micro, là. Voilà. Oui, voilà. Alors, vous aussi, c'est pas votre spécialité, c'est pas maintenant que vous devriez intervenir, mais comme on est tous là, on va en profiter juste sur ce sujet très précis et après on va laisser Marika conclure sur son sujet. Mais euh, la, donc la différence de rentabilité entre les actifs actions cotés et les actifs actions non cotés, du fait du changement de paradigme des taux, va-t-elle dans les temps futurs se réduire? Oui, non, je ne sais pas, mais vous pouvez bien sûr nous expliquer pourquoi. Oui, oui, moi je partage effectivement l'opinion de David, hein. Je pense que les actifs non cotés proposaient une prime d'illiquidité. Qui plus est, effectivement, on avait des structures de financement plus agressives avec davantage de dettes et qui renforçaient un peu
les rendements, et une capacité, au départ, hein, c'était une industrie un peu de niche, donc des acteurs très spécialisés qui étaient capables d'identifier effectivement des sociétés qui présentaient des opportunités. Aujourd'hui, il y a énormément de fonds qui ont été créés, énormément d'argent qui a été levé, énormément d'argent qui investit sur un pool qui reste assez réduit de sociétés, hein. Toutes les sociétés ne peuvent pas faire l'objet de LBO. Et donc, les valorisations ont fortement monté. Et quand vous achetez cher, il faut être capable de vendre encore plus cher pour pouvoir gagner, rémunérer bien le risque pris. Et on pense que le contexte sera plus compliqué sur les prochaines années, ce qui ne veut pas dire que des équipes très très bonnes ne peuvent pas continuer à générer une bonne performance. Je pense qu'il y a aussi cet aspect hétérogénéité des acteurs, hein, qui est à prendre en compte sur cette classe d'actifs. Ok. Allez, Marika, c'est à vous. On vous laisse conclure. Sauf si, Julien, vous voulez dire un mot sur ce sujet. Alors là, on est éloigné. Vous êtes plutôt juriste. Vous avez aussi rejoint. Ouais, Vous voulez dire un mot? non, juste un mot, parce que c'est vrai que le sujet est d'actualité pour nous, déjà, sur luxembourgeois. Il est d'actualité parce que d'une part, au niveau de l'assurance vie luxembourgeoise, on a eu un fort afflux de demandes de nos clients particuliers pour intégrer du private equity dans leur classe d'actifs sur ces dernières années, hein. Donc cette démocratisation, si on peut dire, du private equity, nous on l'a vraiment très clairement ressenti depuis 3-4 ans. Et puis le sujet est d'autant plus d'actualité effectivement sur Luxembourg, qui est une grande place financière en termes de structuration de private equity, hein, via tous les opérateurs et effectivement tous les juristes ou tous les cabinets d'avocats de la place. Et je partage un petit peu ce qui se dit ou ce qui s'est dit ou ce qui s'échange sur la place déjà depuis quelques mois, c'est que les conditions ont quand même complètement... Et donc effectivement que l'âge d'or du private equity en termes de rentabilité, en tout cas, et peut-être pas derrière nous, mais ce sera plus compliqué. Et je pense effectivement que l'écart de rentabilité va se resserrer entre le non-coté et le coté. Mais Marika, je vous laisse avec plaisir Allez, conclure Marika. et m'apporter encore plus vos lumières. Alors, Non, non, mais... c'est pour vous la conclusion. Et sur la conclusion, donc 2 points. Donc, le premier point où tout le monde s'est exprimé sur la réduction de la différence entre les actifs actions cotés et les actifs actions non cotés, ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un énorme piège pour les particuliers en les emmenant dans un endroit d'où les institutionnels où les semi-institutionnels sont en train de petit à petit se retirer. Alors là, il y a un gros point d'interrogation. Et là-dessus, j'ai de la réflexion, mais à ce jour, je n'ai pas encore d'avis. Donc, on va vraiment vous écouter, Marika. Bah, je suis alignée avec tout ce qui a été dit avant sur l'écart de performance qui va diminuer. Donc, encore une fois, forte inflation, des taux d'intérêt qui sont plus élevés, sachant qu'il y a quand même beaucoup de leverage et de dettes, du coup, bah, c'est moins favorable. Et du coup, plein d'argent qui a été mis dans ces fonds qui va devoir être investi à un moment. Donc ça on est tous d'accord. N'empêche qu'on parlait avant des quartiles et que du coup, les performances étaient hyper hétérogènes entre les meilleurs et les moins bons. Donc voilà, ça rejoint ce que tout le monde dit, mais c'est possible encore, je pense, d'avoir des bonnes performances, mais attention à l'équipe. Et puis après, le fait de démocratiser, donc avec des montants de 100 000 euros par exemple, est-ce que c'est pas un piège pour les particuliers? Bah, en fait, ça dépend de la situation, donc ça c'est très personnel ou subjectif. La seule chose dont on a discuté encore une fois, c'était pour investir dans ce genre de classe d'actifs, c'est risqué. Donc, souvent, il faut avoir 1,5 million, voire 5 millions de valeur nette personnelle pour pouvoir investir et du coup supporter des pertes éventuelles. Voilà, et encore une fois, comprendre ce qu'on fait, comprendre qu'on est coincé pour 10 ans, que certes, il y a un marché secondaire, mais que ce n'est pas le marché secondaire comme quelque chose qui est coté. Et que si on a vraiment envie de partir pour une raison, par exemple, on ne croit plus en l'équipe, on ne croit plus en la classe d'actifs, bah, clairement, probablement ce sentiment est partagé avec d'autres et du coup, ça va être dur de trouver quelqu'un à qui la vendre. Ok,
Écoutez, merci beaucoup, mille merci pour ce partage. Donc l'émission, voilà, le sujet était sérieux, il était dense, il y avait beaucoup à parler, on a pris plus de temps que d'habitude, mais ça en valait le coup et il fallait vraiment, vraiment expliquer ça parce que c'est un sujet qui est loin d'être fini et il va se répandre dans le monde du particulier dans les 2, 3 prochaines années de manière très, très forte et très, très puissante. Et il va vraiment falloir faire le tri, si j'ose dire, entre le grain et l'ivraie de ça. Merci beaucoup, Marika. On vous retrouve très vite pour une prochaine émission et on vous dit à bientôt. On vous souhaite une excellente semaine. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Et c'est maintenant le temps de l'édito. Alors, l'édito, l'immobilier, les tempêtes sont là, pas le crack, pas encore, peut-être, je ne sais pas vraiment. L'immobilier n'est pas un marché homogène, il est multiple, non seulement dans ses secteurs résidentiels, bureaux, tertiaires et autres, mais aussi dans sa géographie. Comme chacun l'a déjà remarqué par le passé, il peut monter dans certains endroits, baisser dans d'autres, ou encore rester stable dans quelques autres lieux. Il y a en revanche quelques constantes qui jouent de manière systématique. Les taux d'intérêt, la croissance, le coût de la construction. Et il y a bien entendu la constante majeure économique de la courbe des prix. Moins c'est cher, plus on achète. Qui vaut à l'envers aussi, plus c'est cher, moins on achète. Concentrons-nous sur la France. Les taux ont augmenté et vont encore peut-être monter un peu. Le coût de la construction ne cesse d'augmenter avec des hausses de salaires, matières premières et exigences en matière de normes. C'est vrai que les matières premières ont commencé à baisser un petit peu, mais ça ne va pas changer la réalité de l'augmentation du coût de la construction, en tout cas pas pour l'instant. Ces éléments font qu'aujourd'hui, la vente de biens neufs résidentiels et bureaux s'est effondrée en nombre. Cela a sans doute empêché un effondrement des prix et l'on constate uniquement une baisse modérée de ces derniers et un rallongement de la durée de vente. Les biens qui mettaient 2, 3, 4 mois à trouver preneur peuvent prendre aujourd'hui 5, 6, 7, 8, 9 mois. On commence à entendre par-ci et par-là que certains promoteurs consentent des rabais importants à d'autres professionnels en cas d'achat de lots multiples. Dans l'ancien, les ventes baissent aussi, les prix un peu, mais pour l'instant, il serait plus juste de parler de correction légère que de baisse réelle. Les bureaux dans les grandes villes se transforment petit à petit en logements à vocation touristique, ce qui empêche leur prix de baisser et permet à la valeur locative de rester élevée. Pour finir, les valeurs de beaucoup de SCPI et SCPI distribuées ont baissé. Et vous, en pensez-vous? Voilà. C'est maintenant le moment sur cette chose. Alors, je le répète toujours, quand on fait ce type d'édito et quand on va, personne n'est devin. On va vous donner des avis, on va vous donner des points de vue, on va s'appuyer sur des expériences personnelles, on va s'appuyer sur les savoirs de ses propres sociétés, de voir un peu, d'essayer de deviner un peu le monde qui nous entoure. Donc, ce qu'on va dire, on espère que ce ne sera pas la vérité, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va deviner, c'est le fruit d'une analyse et d'une synthèse. Et bien entendu, on peut se tromper. Allez, comme d'habitude, David, c'est vous qui commencez. Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, très bien. Euh, L'immobilier, comme vous l'avez dit, Bernard, c'est mathématique. Donc, effectivement, emprunter coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et donc, c'est mathématique, ça doit faire baisser les prix. C'est aussi simple que ça. Alors après, le sujet de l'immobilier, c'est que ça se fait toujours en deux temps, c'est-à-dire que c'est pas immédiat, hein, c'est pas comme des actions cotées en bourse. L'action cotée en bourse, on voit la chute de prix le jour même. L'immobilier, ça prend du temps. Donc, on voit déjà, d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est un ralentissement des transactions. Donc, il y a beaucoup moins de transactions. Pourquoi? Parce que les acheteurs sont à des niveaux plus bas, alors que les vendeurs ne se sont pas encore fait à l'idée qu'ils allaient devoir faire des concessions au niveau des prix de vente. Donc, on a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, dans un premier temps, on se retrouve avec effectivement des transactions qui sont en chute libre. Et dans un deuxième temps, pour relancer les transactions, ça se relance quand les vendeurs acceptent de baisser leur prix. Donc voilà, donc c'est un processus qui prend du temps, mais qui pour moi est déjà en route. Et vous, vous pensez qu'on peut déraper et vraiment avoir des baisses très sévères ou un crack, un mini crack ou même un gros crack, ou alors que non, tout ça c'est bien maîtrisé et qu'en fin de compte, ce ralentissement de la production, puisque ça c'est mon opinion, c'est que le ralentissement de la production va nous sauver du crack.
Alors, exactement. Moi, je ne vois pas du tout une situation à la 1991, 1996. Alors, je sais, ça paraît très, très loin pour certains de nos auditeurs, mais c'est quand même le dernier exemple de baisse très significative du marché immobilier que l'on ait eu. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce qu'on ait ce genre de choses-là, parce qu'effectivement, il y a quand même une demande qui reste forte, il y a une contrainte d'offre qui est également forte. Donc, je pense que ce qu'on va voir, c'est plutôt une pause ou voire une baisse à un chiffre des prix de l'immobilier, mais je n'envisage pas de crack à ce stade. Ok, allez, on passe à Julien Pierre. Alors, vous, votre opinion. Déjà, est-ce que dans votre fonds, donc le fonds c'est Lazare Patrimoine, est-ce que dans le fonds, il y a de l'immobilier de manière directe ou indirecte? Non, non, nous, on investit uniquement sur des actifs cotés et liquides. Donc, on n'a pas d'exposition au marché immobilier. On pourrait en avoir via des foncières ou des titres obligataires émis par des structures du secteur, mais pas d'exposition directe à l'immobilier. Et dans le portefeuille action, on n'en a pas aujourd'hui, hein. De toute façon, on a un portefeuille action qui est très, très réduit aujourd'hui. Alors, sur la question de l'immobilier, effectivement, on connaît les fondamentaux, hein. Les fondamentaux, c'est le marché physique. Alors, et ça, on sait que on reste quand même sur des marchés où on manque de construction, hein. Après, on a l'évolution des revenus des ménages. Alors jusqu'ici, ça a été plutôt tiré, hein, par la forte reprise post-Covid, l'accélération des salaires, donc ça c'est un élément positif, mais on a également de l'autre côté la question du coût de financement, hein, avec des taux hypothécaires qui ont fortement progressé et qui obèrent la capacité des gens à financer, simplement sur on va dire l'équation financière. Et après, il y a la question est-ce que les banques sont prêtes à prêter. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'enquête de la BCE sur les conditions d'octroi de crédit, on a plutôt un endurcissement. Alors, ce qui est très frappant, c'est surtout qu'on a un très fort ralentissement de la demande. De l'enquête de la BCE. Donc oui, on sent quand même que le contexte est plus compliqué. Et donc que les prix qui ont quand même beaucoup progressé, hein, sur les dernières années. Alors, encore une fois, il faut faire une distinction. On disait que le marché immobilier, c'est local. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous prenez comme référence l'avant-Covid. Vous êtes à Paris, les prix ont quasiment pas bougé. Et par contre, vous êtes en province, les prix ont pris en moyenne, hein, selon les données de l'INSEE, autour de 20%. Donc, il y aura peut-être des ajustements, moi, là-dessus. Alors, ouais, avant de vous donner la parole, Julien, et d'avoir votre première réaction, il y a une phrase sur laquelle je veux revenir, parce qu'il y a une phrase sur laquelle je pense qu'on ne dit pas toute la vérité quand on l'a dit. Vous avez dit, on manque de construction. En réalité, en France, on ne manque de construction que parce que l'État, le législateur, a mis des règles pour qu'on ne puisse pas produire comme dans les autres métiers. C'est-à-dire que aujourd'hui, la construction, c'est une vraie industrie de la promotion. Donc il y a tous les acteurs comme une vraie industrie qui font, qui construisent. Mais il y a des règles et des obligations. On n'a pas le droit, on doit d'abord avoir un terrain, il faut d'abord un acteur local, donc un maire qui donne son autorisation, qui lui-même est soumis à des choses. Ensuite, il faut l'autorisation de construire comme on veut et on peut être retoqué. Et ensuite, alors qu'on est des acteurs individuels dans un pays libéral, si on n'a pas prévendu, on n'a pas le droit de construire. Alors, on peut construire si on n'a pas prévendu, à condition de ne pas faire appel au crédit ou à condition de ne pas demander des gens de l'argent avant. Et donc, tout ça, ce qui fait qu'en réalité, on se retrouve rarement avec des stocks, et c'est ça la volonté du législateur. Le législateur ne veut pas de stock qui obligerait les acteurs à brader et créerait une crise dans le système et qui viendrait faire des faillites, puisqu'en fin de compte, il faudrait vendre moins cher qu'on a produit, et donc il ne veut pas ça. Et donc, il va limiter le crack par en haut. Pourquoi est-ce qu'on ne manque pas de voitures? Parce qu'en fin de compte, il y a des capacités de production pour les véhicules. Les constructeurs automobiles produisent et ensuite mettent leurs équipes marketing pour vendre et ils vont monter leur stock. Et quand leurs stocks vont monter dangereusement, là, on va parler de crise de l'automobile. Voilà. Mais c'est tout. Donc,
on ne manque pas de construction en réalité, on manque d'argent chez nos citoyens qui ont besoin d'un logement pour acheter le logement dont ils ont besoin ou dont on a envie d'acheter. C'est plus un problème de pauvreté ou d'insuffisance de revenus et de capacité à acheter de la population française qui doit se loger qu'un problème où, quand on entend on manque de construction, on pourrait avoir l'impression qu'on a une industrie insuffisamment forte et insuffisamment développée pour construire ce dont nous avons besoin. Et moi, je dis non, non, notre industrie, elle est parfaitement forte et parfaitement développée. Elle pourrait construire ce dont nous avons besoin, mais ce dont nous avons besoin, une partie de ceux qui en ont besoin n'ont pas les moyens d'acheter ce que l'industrie serait en capacité à produire. Allez, Julien, avant de réagir sur ce que j'ai dit, réagissez sur l'édito en lui-même, et après, si vous avez des remarques à faire sur ce que je viens de dire, avec joie. C'est vrai que je pense que c'est très clair, on est tous d'accord qu'il y a un changement de paradigme sur l'immobilier depuis quelques mois. Je pense que sur la France, je souscris un petit peu à l'idée de David, à savoir que le déficit, on sait bien qu'il y a un déficit, pas de construction, mais il y a une demande de logement qui est plus forte que l'offre, donc qui pourrait sauver du mini-crack. Alors moi, je vous avoue que c'est vrai que comme je suis résident et domicilié avec ma famille à Luxembourg, je suis plus le marché luxembourgeois. Et là, dans l'hypothèse du marché immobilier luxembourgeois, je pense que ça peut beaucoup plus secouer fortement que sur la France dans la période à venir. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Déjà, les conditions de financement des banques luxembourgeoises sont particulièrement restrictives au niveau local à aujourd'hui. Et puis, 90% des prêts immobiliers sur Luxembourg se font à taux variable. On pratique très très peu le taux fixe ici. Et puis, vous aviez quand même des prix qui touchaient les prix, voire même qui excédaient les prix parisiens à Luxembourgville, alors qu'il n'y a absolument pas le même charme dans la construction ou les mêmes avantages qu'à Luxembourg. Donc je pense qu'après, le marché immobilier, c'est comme tout, il n'y a pas un seul marché immobilier, mais plusieurs marchés immobiliers. Moi, je suis plus, bien évidemment, le marché immobilier luxembourgeois résidentiel. Et il y a eu également beaucoup de constructions qui ont été faites sur Luxembourg sur les dernières années, qui ne sont pas encore compensées par l'augmentation de la population. Donc la situation paraît quand même assez complexe, peut-être beaucoup plus complexe sur la France qu'ici. Et on commence quand même à constater de la part de nos clients qui ont vendu des biens avec des beaux rabais, des belles décotes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, depuis le début de l'année, quand vous discutez avec les notaires, les banquiers ou les agents immobiliers, hein, ou même des amis qui vendent leur appartement, leur maison, il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'y a aucune transaction qui est réalisée. Il y a les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter, surtout que ça pratique du taux variable, comme je vous le disais. Donc je pense qu'à un moment donné ici, ça peut en tout cas beaucoup plus chahuter que ça peut l'être de l'autre côté de l'autre côté de la frontière, avec en plus pas du tout les mêmes forces de rappel. Et alors, sur cette phrase, on manque de construction, vous en pensez quoi? Un manque de construction, ça c'est ce qu'on entend bien évidemment depuis, c'est un peu la tarte à la crème, hein, depuis 15, 20 ans, 25 ans. Après, on manque de construction. Je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit justement, hein, on aurait peut-être aussi tous les leviers pour pouvoir augmenter cette construction. Ensuite, bien évidemment, le marché immobilier, à l'image de la France, hein, c'est complètement très hétérogène. Vous n'avez pas un marché immobilier, mais vous en avez plusieurs. Et effectivement, dans certaines zones tendues, encore faudrait-il peut-être favoriser justement la construction, et augmenter la construction permettrait bien évidemment de diminuer aussi les prix. Et puis après, c'est un vaste débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça rejoint un petit peu ce dont on avait parlé il y a 15 jours, veille jour de fête du travail, hein, à savoir que les Français sont très attachés à devenir propriétaires de leurs biens immobiliers, hein, de leur résidence principale, hein, peut-être plus que dans d'autres nationalités ou d'autres ressortissants de l'Union européenne. Et là, on se rend bien compte depuis quelques temps que ça devient de plus en plus difficile d'être propriétaire si vous n'avez pas un apport, si vous n'êtes pas aidé familialement ou autre. Et moi, ce n'est qu'une conviction, mais je pense que ces difficultés d'acquérir sa résidence principale et donc de se loger, je pense que c'est un sujet, quand même, c'est un poil à gratter qui peut à terme irriter particulièrement le Français qui a sa brique dans le ventre. Ce n'est que mon point de vue. Je pense que le marché immobilier, je pense que c'est quelque chose auquel le Français s'intéresse et devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est important pour lui. Et donc, je pense que s'il ne peut plus le devenir, ça peut être toujours un petit peu, je pense, particulièrement irritable de son côté. Alors,
Juste une dernière question avant de laisser David conclure. Ça fait 2 fois que vous parlez du marché immobilier luxembourgeois avec des termes, on va dire, inquiétants ou avec des termes qui peuvent laisser le souci et le doute s'installer. Sur le marché luxembourgeois, vous pensez qu'on va avoir une période neutre et une période un peu molle, qui pourrait peut-être durer un certain temps, ou vous pensez qu'il peut y avoir un vrai crack avec une vraie baisse des prix, 10, 15, 20%? Alors moi, je pense qu'on peut aller vers une vraie baisse des prix, et je l'ai déjà constaté, sans rentrer dans les détails, de 2 ou 3 clients qui ont vendu leurs biens qu'ils avaient achetés il y a 2 ans. Ils divorcent, ils déménagent, c'est des choses de la vie qui arrivent, sauf qu'aujourd'hui, ils vendent avec une très belle décote. Parce que, Quand vous dites une effectivement, très belle décote, Julien, vous parlez de quoi comme décote? 5, 10, 15, 20? bah, c'est un client qui avait acheté un bien immobilier à 1,9 million il y a 2 ou 3 ans, ce qui était particulièrement cher pour le secteur et pour le bien, peu importe. Mais en tout cas, il l'avait acheté à 1,9 million et il le vend aujourd'hui à 1,5 million. D'accord. Et il l'a Il vendu à ce divorce. prix-là ou il l'a toujours pas vendu? Ah ben, il l'a vendu à ce prix-là. Ah, il l'a Il l'a vendu à ce vendu à ce prix-là. prix-là. D'accord. Mais il l'avait mis en vente modestement et prudemment à 1,9 million, qui était sa valeur d'acquisition dans l'ancien monde, il y a 2 ou 3 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y avait absolument pas d'acquéreur. Et on le voit bien de la part d'amis, de la part même de collègues qui essayent de revendre leurs biens immobiliers, mais qui n'ont pas encore intégré qu'il y a un changement de paradigme, qui n'arrivent pas à vendre ce bien. Donc aujourd'hui, bon, on est début du printemps, tout le monde reste optimiste. Le mois de mai, le mois de juin, juillet arrive, c'est des moments propices pour la vente immobilière, pour la visite de maison, pour le déménagement, pour les aménagements, etc. Ensuite, si les biens ne sont pas vendus à partir du mois de septembre, je peux vous assurer que les offres, elles se multiplient. Et là, je pense que, et on n'ira pas vraisemblablement vers une baisse des taux dans l'intervalle, bien sûr, je pense que ça peut chahuter. Alors inquiétant, je ne vois pas un crack à moins 30%, bien sûr, parce que le Luxembourg reste un pays quand même dynamique, attractif, avec un solde migratoire positif, etc., etc. Mais je pense qu'effectivement, ça va secouer parce qu'on était aussi sur des prix particulièrement chers. Donc, vous aviez une spéculation qui était faite sur le Luxembourg depuis 5-10 ans. On a tous des exemples d'amis qui achetaient en vente en état futur d'achèvement et qui revendaient leurs biens avant même d'être livrés parce qu'ils avaient eu une possibilité de le vendre à plus 10 ou plus 15%. Ils n'avaient même pas même pas le bien, qu'ils le revendaient déjà. Ça y a des exemples à foison sur les 5 ou 10 dernières années. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, n'ayant pas quand même la même surface de population que dans d'autres, bien évidemment, agglomérations françaises, Paris en premier lieu, je pense que si ça se combine aussi avec un ralentissement de la place financière, pour tout un tas d'autres raisons, entre autres le private equity, on en a parlé, je pense que ça peut secouer. Ok, allez, merci pour cette explication sur le Luxembourg. David, c'est à vous. Je vous laisse conclure si vous voulez très très rapidement parce qu'on a pris pas mal de retard. Et Bon, ensuite, vous démarrez avec votre édito. on est très en retard, donc je crois qu'on va attaquer directement avec Allez, la chronique des marchés. Comme d'habitude, moi je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle chronique avec des indices boursiers qui ont bien de la peine à trouver une tendance claire depuis la fin du mois de mars. On a 2 classes d'actifs qui se distinguent. Alors la distinction par le haut, ce sont les valeurs de croissance américaines, hein, qui continuent de reprendre du poil de la bête après une année 2022 catastrophique, rappelons-le. Mais les performances depuis le début de l'année sont assez spectaculaires. Et distinction par le bas, cette fois-ci, pour les actions chinoises qui traînent et qui continuent de décevoir malgré la réouverture du pays. Alors, on a 2 facteurs qui expliquent ce manque de tendance des marchés actions, la crainte de la récession et le sujet de la stabilité financière après la faillite de plusieurs banques régionales aux États-Unis. Du côté des entreprises, les publications des bénéfices ont été dans l'ensemble plus que rassurantes. Aux États-Unis, donc maintenant, on a 80% des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, et ces résultats sont, par rapport à l'an dernier, stables, alors que le consensus des analystes les attendait en repli de 5%. En Europe, le consensus attendait un repli des bénéfices, et c'est une progression de 6,7% qui est annoncée par les 2 tiers des sociétés qui ont publié leurs résultats. Alors, le fait marquant de ces résultats aux États-Unis, c'est sans aucun doute la santé insolente du secteur de la consommation. En un mot, sans le consommateur américain, la donne ne serait pas la même. Malheureusement, les résultats préliminaires
de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan ont montré que le moral des ménages américains s'était dégradé plus que prévu sur les premiers jours de mai. On est au plus bas niveau depuis le mois de novembre. Les ménages s'inquiètent vraisemblablement, selon l'Université du Michigan, d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis sur leurs dettes, alors que les discussions sur le relèvement du plafond de la dette sont dans l'impasse et que l'échéance du 1er juin se rapproche. Alors, ce consommateur américain, il a été jusqu'à présent aidé par la hausse des salaires, il a été aidé également par le stock d'économies réalisé pendant la période Covid. Jusqu'à quand pourra-t-il tenir? Sans lui, irions-nous directement vers une récession? C'est la question dont je pense qu'il faut débattre aujourd'hui. Bernard, avez-vous une opinion sur ce sujet ou du moins êtes-vous inquiet de voir que autant de points de croissance dépendent d'un seul facteur, à savoir celui de la consommation aux États-Unis? Alors non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet parce que c'est ma nature de ne pas être inquiet, mais je reconnais volontiers que quelquefois je ferais mieux de l'être. Euh, Il y a un point sur lequel je veux rebondir, c'est cette échéance de la dette, de la dette américaine. Et moi, j'ai une théorie. Je pense qu'à force de jouer au con, un jour, ben, on est vraiment le con de l'histoire. Et je pense que les Américains, avec cette technique, parce qu'en fin de compte, il faut expliquer la technique à nos auditeurs, globalement, les Américains, ils ont mis en place une technique. Ils disent, voilà, il y a un plafond de la dette. Le plafond de la dette, c'est tant, et on n'a pas le droit de le dépasser, mais ils ont le droit de voter entre eux, puisqu'aux États-Unis, il faut toujours l'accord des deux partis, puisqu'il n'y a jamais une énorme majorité qui permet de passer tout seul au président. Mais ils ont le droit de voter. Maintenant, le plafond de la dette, c'est plus 100, c'est 110. Et c'est ce qu'ils font depuis tout le temps, en tout cas depuis aussi longtemps que je me rappelle. C'est ce qu'ils font de manière régulière. Alors au début, ils le faisaient et personne n'en a entendu parler, hein. C'est des choses dont j'ignorais totalement l'existence il y a une trentaine d'années. Et puis après, c'est devenu un sujet. Et après, c'est devenu un sujet de polémique. Après, c'est devenu un sujet de friction. Après, c'est devenu carrément un sujet de guerre entre les partis, puis de pression. Et depuis un certain temps, bah, ils jouent au con. Et moi, je pense que quand on joue au con, bah, ça finit par mal finir à un moment ou à un autre. Oui, dites-moi. Alors, je vais juste vous donner un chiffre pour éclairer cela, parce que c'est une remarque, une constatation qu'on s'est fait entre collègues ce matin devant la machine à café. On a regardé un indicateur, c'est le CDS à 1 an. Donc, le CDS, c'est un contrat qui donne la probabilité qu'il y ait un défaut sur la dette. Plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire que la probabilité de défaut est élevée. Et on a comparé plusieurs pays. On a pris l'Afrique du Sud, on a pris le Mexique, on a pris la Colombie, on a pris l'Australie et on a pris la Grèce. Eh bien, on a comparé ça aux États-Unis et bien entendu, c'est les États-Unis qui ont le CDS à 1 an le plus élevé, mais de, par une marge assez confortable, hein. Ça veut dire que le marché, en ce moment, s'inquiète particulièrement en se disant, comme vous, Bernard, que cette fois-ci, c'est peut-être la fois de trop. Et alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passerait? Bon, bah, d'abord, il se passerait un espèce de boom comme ça où tout le monde se dirait, mais non, c'est pas possible, mais enfin, c'est pas possible. Mais dès le lendemain, bah, ils arrêteraient de payer les salaires, donc on ne paye plus les salaires. Les prochaines échéances de dette américaine, par exemple, je sais pas, il y aurait une obligation 4 ans, dollars, machin, émise à telle date. Ils ont des échéances comme tous les grands pays à peu près tout le temps. Ben, ils diraient, on paye pas on paye pas les intérêts. Bon, là, les agences de notation s'empresseraient de dire dans la minute qui suit, attention, nous, on considère que c'est un défaut que 30 jours après la date à laquelle ils doivent payer. Et s'ils payent le 20e jour, il n'y a pas de défaut. Et là, il y aurait des discussions un petit peu partout, un petit peu truc. Donc, ce que je pense, c'est que why not? Cette fois-ci, ils pourraient nous jouer le coup et en fin de compte, on pourrait avoir cette succession de trucs et on pourrait avoir parce que la vraie menace, c'est quoi? Il s'est déjà passé dans le futur qu'il y a eu des fonctionnaires pas payés ou des choses comme ça, ou des retards, ou des fonctionnaires qui étaient payés avec des crédits bancaires et pas vraiment une paye. Enfin, il y a déjà eu des petites choses comme ça. Et là, on irait et on aurait la sonnette d'alarme des agences de notation qui dirait attention maintenant, dans 30 jours, automatiquement, on met United States de défaut. Et là, ils trouveraient un accord dans les 30 jours. Donc, de mon point de vue, non, ça n'arrivera pas
maintenant, oui, ils peuvent chauffer la machine tellement à blanc que ça va être une grande catastrophe. Et si jamais cela arrive, alors on va passer 10 jours noirs sur les marchés. On peut se prendre des -4 avec des -3 et des -2 dans les 2 jours qui vont suivre. Enfin, ça va tanguer, mais, il faut toujours en revenir au mais, ça ne changera pas le fondamental de notre économie et tout. Donc, ça sera plutôt à ce moment-là une opportunité d'investir. Et comme toujours dans les opportunités d'investir au milieu de la tempête, nous aurons tous trop peur pour aller vous dire d'investir et vous aurez tous trop peur pour entendre notre message d'investir. Allez, Julien Pierre, c'est à vous de commenter ce point marché de David de la manière dont vous voulez. Oui, effectivement. Alors sur la question du plafond de la dette, hein, ça peut être très 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 compliqué parce que vous l'avez dit, hein, il y a des fois où les fonctionnaires n'étaient pas payés. Là, la grosse différence, c'est que quand les fonctionnaires n'étaient pas payés, souvent c'est qu'il y avait un désaccord sur le vote du budget et que les dépenses pour payer ces fonctionnaires n'étaient pas autorisées et suspendues pendant un certain temps. La grosse différence, c'est que dans le cas dont on parle actuellement, s'il y a ils atteignent, enfin, ils ont déjà atteint en fait ce plafond de la dette, hein, en janvier. C'est juste que là, ils sont en train d'arriver au terme des mesures exceptionnelles qu'ils utilisent pour compenser cette perte de ressources. Et à partir d'un certain moment, alors ce qui serait a priori début juin, ils seraient obligés de mettre des règles de priorité dans leur paiement. Donc, ce que semble vouloir dire le Trésor aujourd'hui, c'est que le paiement de la dette, le service de la dette, c'est prioritaire, on ne fera pas de défaut. Mais ça peut être valable que jusqu'à un certain point. Et après, on a donc effectivement problème sur les paiements de salaire, mais surtout aussi problème sur tous les paiements obligatoires qui sont jamais touchés en cas de shutdown. Et donc là-dedans, il y a tout ce qui est pension de retraite. Et là, vous rentrez dans des effets de cascade potentiellement très forts. Alors, le Trésor est en train de préparer un plan d'action pour traiter ça au cas où, sachant que le 15 juin, a priori, les États-Unis reçoivent un paquet de recettes fiscales qui peuvent permettre de voir un peu plus loin. Mais la question, fondamentalement, elle est politique. C'est-à-dire, si jamais on arrive à avoir cette prioritarisation des paiements, évidemment, comme vous l'avez dit, les marchés vont très mal réagir. Chaque partie va chercher à mettre la faute sur l'autre partie et jusqu'au point où effectivement la souffrance, on va dire, sur les marchés et donc sur l'économie est telle que les gens sont obligés de se mettre d'accord. Et après, mais bon, ça peut effectivement être une phase de volatilité assez importante. Et ça intervient à un moment où il y a quand même des questions, hein, sur le risque de récession. La semaine dernière, on a eu un indicateur que nous, on aime beaucoup, qui sont les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Donc, chaque semaine, ça nous dit combien de personnes se sont inscrites au chômage. Et sur la semaine précédente, donc, on était à 262 000. Fin d'année dernière, on était sous les 200 000. Donc, on arrive sur des niveaux d'augmentation qu'on voit généralement en amont des récessions. On regarde, on a eu sur les dernières semaines aussi des enquêtes sur les conditions d'octroi de crédit des banques. Et vous faites des graphiques, vous mettez ces enquêtes et les périodes de récession. On voit de plus en plus de choses qui nous disent que l'économie américaine, elle est peut-être en train de subir l'impact de ces 5% de hausse de taux qu'on a eu en l'espace d'un an. Et que donc la question de la récession, elle va peut-être se rapprocher pour nous. Alors, je vais juste rebondir là-dessus par rapport, donc on est sur le point marché. Donc le point marché, c'est toujours pour savoir si les marchés vont monter ou vont baisser. Les États-Unis, c'est un pays réactif, là-dessus on est tous d'accord et ils l'ont prouvé à plusieurs reprises. Si ces éléments prouvent que la récession est là, on va avoir un discours qui va dire attention, le prochain coup, c'est une baisse de taux. La question, c'est quand? Et là, la bourse, elle va adorer.
Donc, on va encore avoir des Ah, forces contraires, c'est-à-dire qu'on va avoir une récession où on va dire, entre guillemets, une récession, c'est quoi? C'est pendant un moment, on va être un peu plus pauvre. La bourse, elle ne devrait pas aimer, mm. mais comme en même temps, on lui dit, attendez les gars, vous inquiétez pas, d'ici 6 mois, 9 mois ou 12 mois au maximum, on va être un peu plus riche. Laissez pas votre place aux voisins parce qu'on ne vous laissera pas acheter pas cher dans 12 mois. Mm. Alors là, je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est que euh, toutes les récessions, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Lorsque vous regardez là, il y a un organisme aux États-Unis qui date les récessions. Et en fait, si vous regardez ce qui se passe historiquement, c'est que la Banque centrale a toujours commencé à baisser ses taux avant même l'entrée officielle en récession. Pourquoi? Parce qu'elle commence à voir que les choses sont en train de partir et il y a beaucoup d'inertie dans la machine économique. Et, euh, et ça n'empêche pas en fait le marché de baisser, hein. Le marché, nous on a regardé ça en détail, le marché fait toujours son point bas une fois qu'on est rentré en récession. Pourquoi? Parce que le news flow va pas être bon, parce que les entreprises qui jusqu'à présent avaient des résultats qui tenaient très bien, et c'est vrai que sur les derniers trimestres, on a eu plutôt pour nous de très bonnes surprises sur les publications de résultats. Là, à un moment, on peut plus faire illusion et donc les résultats sont révisés en baisse, ça pèse sur les marchés. Et le deuxième point, c'est qu'on est dans une situation particulière par rapport à l'expérience des 30 dernières années. Pendant 30 ans, l'économie américaine n'avait pas de problème d'inflation. Donc la Banque centrale pouvait assez librement, dès qu'elle voyait les signes de ralentissement économique, se dire maintenant je baisse les taux de manière rapide pour relancer l'activité. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a une inflation qui est toujours beaucoup trop élevée du point de vue de la Banque centrale. Alors, semblerait que ce soit en train de se résoudre, hein, lorsqu'on regarde dans le détail des chiffres, mais on a quand même des facteurs inflationnistes assez importants, hein, notamment du côté des Je vous salaires. interromps là, autrement, on va reprendre du retard Ouais. qu'on avait réussi à rattraper. Alors, David, je vous laisse conclure. Et puis après, ce sera Julien Pierre pour la présentation du fonds Lazare Patrimoine. Oui, en conclusion, j'ai envie de dire tout simplement, jusqu'ici, tout va bien. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que plus voilà, bon, les attentes négatives et la récession, on l'attend depuis longtemps, beaucoup de choses assez négatives qui sont attendues. Pour autant, pour le moment, chaque fois que l'on passe les étapes les unes après les autres, que ce soit la saison des résultats, que ce soit la publication d'un chiffre économique ou d'un autre, on voit que finalement, cette récession, elle se fait attendre et que tout ne va pas si mal que ça. Donc, alors, effectivement, attention au risque extrême. Le risque extrême, c'est le plafond de la dette, effectivement, qui en est un. Mais globalement, pour le moment, il semblerait que la situation ne soit pas aussi catastrophique que ce qu'on aurait pu croire il y a quelques mois. Alors, Voilà pour ma part. en une minute, David, je voudrais juste votre réaction sur une des choses que Julien Pierre a dit. Donc, il a dit qu'il y a un organisme qui date les récessions aux États-Unis et que cet organisme montre de manière claire que c'est le point bas des marchés boursiers. Donc, je pense qu'il fait référence au point bas du marché boursier américain, a toujours été après, euh, le, après la rentrée officielle en récession. Et là, on est plutôt sur des points hauts, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et imaginons que la récession soit déclarée dans un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais enfin, dans un temps Mhm. assez court. Est-ce que vous avez aussi cette vision de dire attention pour avoir un mauvais retournement et on pourrait se retrouver avec un point bas d'ici 2, 3, 4, 5 mois, ce qui veut dire encore cette année en 2023. Et comme on est sur un point haut, bah, ça ferait automatiquement un mouvement baissier plutôt important. Comment est-ce que vous Alors, anticipez ça chez Sanso dans vos pour, fonds actions? pour, pour, Pour le moment, on voit pas ça. Encore une fois, dans les chiffres économiques, on ne voit rien qui nous laisse croire que la récession soit pour 2023. Donc, il y a des facteurs de risque, mais il n'y a pas de chiffre objectif qui nous dit que on est en train de rentrer en récession. Donc, nous, on s'attend plutôt à ce que ce soit le sujet du premier semestre 2024, pour être précis. Donc, voilà, pour le moment, on n'a pas d'ajustement particulier. Donc, pour vous aussi, ce serait une baisse automatiquement, mais, Oui, mais pas tout de suite. mais Voilà, pas tout de suite. certainement un peu plus tard. Donc, vous êtes à peu près d'accord, mais pas sur le timing. Voilà, qui fait la richesse Exact. et la diversité
des fonds et des maisons de gestion. Merci beaucoup, David. Merci, À très vite et à très bientôt pour une prochaine à émission. bientôt. Et maintenant, on va se concentrer sur la maison Lazare Frères Gestion et sur un fonds en particulier, Lazare Patrimoine. Donc, c'est un fonds qu'on a beaucoup, beaucoup ici. Donc, pour nos clients, c'est un fonds que beaucoup de clients ont, un petit peu, beaucoup. C'est un fonds qui a donné beaucoup de satisfaction l'année dernière, ce qui en donne un petit peu moins en ce début d'année. Bon, l'année n'est pas infinie et tout le monde sait qu'un match, ça se gagne à la fin et pas au milieu de la première mi-temps. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va vous écouter, donc nous parler un petit peu de ce fonds, nous dire pourquoi cette année c'est un peu moins drôle et un peu Ouais, moins bien sûr. satisfaisant que les années d'après, et comment vous voyez la suite. Bien sûr. Bernard, vous voulez que je commence par un petit rappel du process de Allez-y, oui, gestion? oui, tout à fait. Voilà, donc Lazare Patrimoine SRI, alors c'est important de rajouter le SRI puisque le fonds est labellisé et il y a un process ISR dans la sélection des titres, dans la construction du portefeuille. Je sais qu'il y a des investisseurs qui sont très sensibles à ces questions. Et avant tout, c'est un fonds patrimonial. Lazare Patrimoine SRI porte bien son nom. On est là pour accompagner le patrimoine de nos investisseurs dans la durée. Et comment est-ce que nous, on essaie de le faire? On essaie de proposer à nos investisseurs vraiment un fonds d'allocation d'actifs dans lequel on va faire évoluer l'allocation d'actifs dans le temps en fonction de notre analyse macroéconomique et analyse des marchés financiers. On se dit, où est-ce qu'on voit on voit la conjoncture? Où est-ce qu'on voit comment est-ce qu'on évalue ce que price le marché aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une adéquation ou est-ce que le marché nous semble trop optimiste, trop pessimiste? Et on va ajuster les poids dans le portefeuille en fonction sur les différentes classes d'actifs. Et on sait que vous achetiez des obligations d'État, du haut rendement, des actions, des devises, tout ne réagit pas de la même manière suivant les phases du cycle économique. Et nous, notre objectif, c'est de construire quelque chose qui va s'adapter au cycle économique tel qu'on le voit évoluer. Donc, il y a un positionnement plutôt défensif puisque la poche action va de 0 à 40%, donc une neutralité à 20%. Historiquement, le fonds a été très proche de 40%. Il est aujourd'hui très proche de 0, et je vais expliquer pourquoi d'exposition action. Mais l'idée, c'est ça, c'est en fonction de notre lecture du cycle économique, on ajuste le niveau d'exposition aux actions, mais pas seulement au niveau de la poche obligataire, donc le reste du portefeuille. On va s'exposer de manière plus ou moins importante aux différents types d'obligations, des obligations plus sûres, comme les obligations d'État ou des obligations plus offensives, dettes subordonnées financières, obligations à haut rendement. Et on va ajuster également des paramètres financiers, ce qu'on appelle notamment la sensibilité obligataire. On utilise des instruments qui nous permettent de nous protéger dans un contexte de remontée des taux. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de faire progresser le patrimoine de nos clients dans la durée, quel que soit en tenant compte de cette lecture du cycle économique. Donc, à la base de nos décisions, il y a beaucoup de temps passé à décortiquer tous les chiffres économiques, décortiquer ce que pense le marché pour essayer de prendre de bonnes décisions. Et donc l'année dernière, effectivement, le fonds avait, on l'espère, donné satisfaction à beaucoup de nos porteurs. En tout cas, en termes de performance relative, on était légèrement positif, là où notre indice de référence était en baisse de 16%, reflétant un peu ce qui s'est passé, notamment sur les marchés obligataires. Pourquoi? Parce qu'on avait une lecture du cycle, de la conjoncture, qui a été que cette question de l'inflation, que beaucoup de gens pensaient en début d'année 2022 transitoire, nous, notre lecture, c'est que non, il y avait quelque chose de plus pérenne dans cette inflation qui allait requérir une action de la part des banques centrales. Et donc, on avait fait le choix de réduire les expositions aux actifs risqués et surtout d'avoir une sensibilité, ce qu'on appelle négative, donc c'est-à-dire qu'on était protégé contre la remontée des taux d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on a réussi à protéger la performance, la valeur des encours de nos investisseurs sur l'année dernière.
Alors effectivement, le début de l'année 2023 est nettement moins satisfaisant. Pourquoi? Parce que on garde cette grande prudence sur le cycle économique. Vous regardez, vous mettez un graphique qui représente les taux d'intérêt à court terme que pilote la Banque centrale américaine. Vous mettez, vous matérialisez les zones de récession, et ce que vous constatez, c'est que quasiment tous les cycles les cycles de resserrement monétaire de l'ampleur qu'on est en train de connaître sont suivis d'une récession. La question, l'enjeu, c'est le timing de cette récession. Mais pour nous, voilà, on était quand même dans une perspective de récession qui nous incite à rester prudents sur les actifs risqués, donc prudence sur les actions. J'ai dit aujourd'hui 4% d'exposition aux actions. Prudence aussi sur le crédit offensif. Hein, là-dedans, on met tout ce qui est au rendement, subordonnées financières. Et après, ce reste la question des taux d'intérêt. Alors là, qui a été plus compliqué à gérer. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on regarde ce qui nous a coûté en termes de performance relative à notre indice depuis le début de l'année, c'est beaucoup ce qui s'est passé sur les taux d'intérêt, parce qu'on avait commencé l'année toujours sur cette lecture de banque centrale qui continuait à remonter les taux courts, et donc qui devaient se transmettre au taux long. Donc ça nous avait bien aidé sur le mois de février. Par contre, depuis, on a eu la faillite donc de ces établissements américains, bancaires américains comme SVB, qui a provoqué au niveau du marché obligataire clairement un changement de paradigme. Sur le niveau du marché obligataire, les taux d'intérêt ont beaucoup chuté post-SVB et n'ont pas du tout retrouvé les points hauts qu'ils avaient pré-SVB. Donc, on a été pris dans ce premier mouvement très rapide, très, très violent. Et donc, nous, notre analyse, voilà, on continue de regarder les données, notamment ces inscriptions au chômage. Et on s'est dit que la récession qu'on voyait finalement, un peu comme David le disait tout à l'heure, hein, plutôt peut-être pour début 2024, elle est arrivée peut-être un peu plus tôt, peut-être plutôt autour de l'été, et que donc cette sous-sensibilité, elle n'avait plus nécessairement lieu d'être dans le portefeuille. Donc on a remonté la sensibilité. Alors on a joué un peu de malchance en termes de timing de ce mouvement. Ça a déclenché également des outils quantitatifs de gestion du risque du portefeuille. Mais voilà, aujourd'hui, donc ça a coûté sur la performance. Mars et avril ont été des mauvais mois, clairement. Mais aujourd'hui, on a un portefeuille qui, pour nous, est positionné. Hein, si jamais notre scénario, et nous, on trouve qu'il y a de plus en plus d'éléments qui vont dans ce sens, notre scénario d'une entrée prochaine de l'économie américaine en récession se déroule, le fonds va retrouver des performances beaucoup plus satisfaisantes. Voilà, on sait que nous, si vous voulez, on n'essaie pas d'avoir une allocation d'actifs à l'eau tiède. On prend des positions marquées par rapport à notre indice. Donc, il y a des phases où, effectivement, ça peut être désagréable en termes de performance, mais sur la durée, on pense qu'on est capable d'apporter de la valeur en proposant voilà, ce produit dont l'allocation va vraiment évoluer en fonction de la lecture du cycle économique. Donc, ça veut dire que bon, si j'ai bien compris un petit peu tout ce que vous dites, là, on a vraiment, vous jouez vraiment, enfin, vous êtes mis comme si on allait avoir cette récession qui va arriver un petit peu plus tôt que prévu. Et donc, vos Voilà. outils d'analyse vous disent, s'il y a récession, juste après le déclenchement officiel de la récession, c'est-à-dire déclenchement officiel de la récession, quand les chiffres diront c'est une récession, là, les marchés doivent baisser. Et c'est là-dessus que vous comptez récupérer un petit peu de points de croissance et de points de rentabilité sur. Alors, aujourd'hui, dans la phase de récession, s'il y a récession, les taux d'intérêt vont baisser. Et donc, en ayant remonté la sensibilité, ça apportera de la performance au fond. Et l'idée, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est quand on jugera que la récession est dans les cours du marché action, remonter l'exposition. On sait comment fonctionnent les marchés. Hein. Généralement, ça passe d'un excès d'optimisme à un excès de pessimisme. À ce moment-là, remonter l'exposition aux actifs risqués pour générer davantage de performance dans le cycle suivant. Ah tiens, je vais vous poser une question. Alors, il est clair que quand un marché baisse et qu'on arrive au point bas, parce que c'est vraiment stressant qu'on voit les baisses, les particuliers n'ont pas le courage d'acheter. Les gestionnaires de patrimoine comme moi disent aux particuliers d'acheter, mais avec tellement peu de violence et tellement peu de conviction
qu'on ne les embarque pas assez. Est-ce que dans vos équipes de gestion de portefeuille, quand vous vous réunissez, il y a quelqu'un qui se lève, qui dit non, non, faut acheter, et il arrive à embarquer tout le monde? Si vous revenez un petit peu en arrière, en général, dans les points bas, vous avez plutôt acheté ou vous avez attendu que ça remonte? Non, nous, on est notre psychologie, en fait, notre manière de penser est assez contrariante. Donc, pour nous, notre lecture d'un marché qui baisse, c'est un marché qui devient moins cher. Donc, à un moment, on se dit, voilà, c'est le moment d'y aller. Et on a pu régulièrement, par le passé, dans des phases de baisse assez violentes, prendre la décision de se réexposer euh, Là, pour. ça veut dire, excusez-moi, je vous coupe, ça veut dire que la Mm. réexposition, elle se fait au fur et à mesure des baisses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous accompagnez la baisse du marché et automatiquement, en Alors, l'accompagnant, à un moment ou un autre, vous achetez aussi au plus bas. Mais c'est vous êtes dans l'accompagnement. c'est toujours compliqué parce que on va pas dire là c'est le point bas. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où on va se dire voilà, le marché commence à valoriser un scénario qui est sans doute trop pessimiste, donc on est sur des points où il est intéressant de commencer à construire les positions. Et donc on va petit à petit, ça peut être des mouvements assez importants, hein, c'est toujours, si vous voulez, c'est plus un art qu'une science, hein, mais notre idée, c'est voilà, quand on arrive sur des niveaux où le scénario nous semble trop pessimiste par rapport à ce que nous on voit comme évolution de l'économie, et donc là on rachète hein, par morceaux, on reconstruit cette position. Très bien. Euh, alors là, dans l'immédiat, vous êtes très peu investi en actions et vous comptez le rester jusqu'à que le marché baisse. Ou alors jusqu'à que vous vous disiez, bon, on s'est vraiment trompé, le marché ne va pas baisser. C'est ça? Bon, oui, c'est ça. Voilà. Nous, à la base, il y a notre lecture de la conjoncture économique. Donc aujourd'hui, on a la conviction hein, qu'il y a une entrée prochaine de l'économie américaine en récession. Si à un moment on regarde les données, on se dit bah vraiment là cette fois on s'est trompé, bah, on ajustera en fonction les portefeuilles. Hein. Vous savez, je pense que dans le métier de gestionnaire, il faut toujours voilà, être prêt à remettre en question sa vision en fonction, mais nous on le fait vraiment en fonction de ce qu'on voit dans les données. Et aujourd'hui, on n'a pas de choses qui nous contredisent hein, sur ce scénario Donc, ça veut dire de. que dans votre fonds, il n'y a quasiment pas d'actions. Donc, vous Mm, avez des obligations et mm, vous avez probablement aussi du cash qui, aujourd'hui, du fait de la hausse des taux, rémunère. mm, Donc, mm, mm, on retrouve de la rémunération positive avec du cash, même si on doit enlever les frais de gestion. On est quand même cette fois-ci en positif, mm, mm, ce mm. qui n'était pas arrivé depuis assez longtemps. Et Oui, donc, c'est ça. dans vos obligations, donc comme tout le monde, vous portez des obligations et après vos outils de sensibilité, c'est-à-dire les outils qui font que vous ne gagnerez de l'argent que si les taux viennent à baisser, c'est lesquels que vous rajoutez? Alors aujourd'hui, on a un portefeuille obligataire hein, dont le rendement à maturité est de l'ordre de 4%. Donc voilà, ça c'est déjà du portage. Et on a juste effectivement, mais globalement, on a une duration de notre portefeuille, une sensibilité obligataire qui est pas très très éloignée de celle de l'indice. Donc, on utilise un peu de futur pour ajuster, notamment quand on a, comme actuellement, nos outils quantitatifs qui nous amènent à réduire un peu cette sensibilité. Mais voilà, alors que le fond, effectivement, on se serait parlé il y a 2, 3 mois, on était sur des sous-sensibilités importantes où on avait des grosses positions en futur pour les ajuster. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ok. Eh bien, écoutez, mille merci pour ce partage de savoir, mille merci pour vos différentes interventions qui étaient extrêmement pertinentes, qui étaient diversifiantes et divergentes de certaines opinions, ce qui met toujours beaucoup, beaucoup d'ambiance et ce qui fait aussi qu'à la fin, il y en aura bien un qui aura raison. Et bien sûr, pour la présentation de votre fonds, et on vous garde toute notre confiance. On refera comme d'habitude un point l'an prochain. Merci Merci, beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. à Au bientôt, revoir. au revoir. Voilà, et maintenant on termine avec une surprise, j'ai presque envie de dire la surprise du chef, une pépite comme on les aime à la French Radio. Quelque chose pour vous régaler, vous francophones et français du Portugal. Alors, il se trouve que la personne que j'ai invitée, c'est mon voisin.
il est indien, c'est assez exceptionnel. Donc, il est indien, il parle français parce qu'il a travaillé en Suisse. Il est ensuite venu, il nous expliquera pourquoi, au Portugal, où il a appris le portugais. Et il s'est dit, pourquoi pas ouvrir un restaurant? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un restaurant japonais qu'on pourrait dire un micro-restaurant, puisque, tenez-vous bien, il n'y a que 7 places. À l'intérieur, c'est un chef et une hôtesse animatrice qui, en vérité, une fois que vous serez habitué du restaurant, vous comprendrez vite, c'est sa copine, qui ne sont pas japonais et qui vous font de la gastronomie japonaise, tout ça dans une ambiance, enfin voilà, vous avez l'impression d'aller chez votre copain et on se fait un petit repas japonais. C'est délicieux, c'est vraiment quelque chose de complètement atypique. Alors, bonsoir Rich, on va vous laisser présenter le restaurant. Donc le restaurant, c'est Omakazeri. Comment vous est venue cette idée et comment est-ce que vous avez décidé de faire ça, de construire ça, ce concept, ce micro-restaurant? Allez, je vous laisse un peu nous raconter tout ça. Merci beaucoup. Bonjour Bernard. D'abord, merci pour me donner l'opportunité à présenter mon projet ici sur le French Radio. Oui, donc Omakazeri a commencé avec l'idée qu'on n'est pas loin de la meilleure mer pour les pêches dans le monde, c'est la mer Atlantique. Et on a tous les pêches ici qu'ils envoient pour le Japon. Mais il n'y a personne qui utilise bien les pêches dans le monde culinaire japonais ici. On a décidé de faire ce petit projet parce que j'ai vu cette couple dans un petit resto qu'ils ont essayé à faire. Il était 3 ans, mais malheureusement, comme tous les restos, ils sont tombés un petit peu au milieu de la pandémie. Mais j'ai vu ses talents et on a commencé à parler. Et après, quand j'ai découvert l'espace, le petit espace en Alcantara, ça c'était dans les étoiles. Donc, j'ai parlé avec eux, on a recommencé le projet. Et pour introduire la qualité de la pêche portugaise de l'Atlantique et présentée dans une forme très simple, qui est la forme japonaise de omakase, que signifie vous êtes dans les mains de chef. Donc, c'est le chef qui fait les choix de 15 moments que vous allez expérimenter dans une nuit chez nous. Alors, donc moi j'y suis allé, on a vraiment 15 plats, donc bien entendu comme dans toutes les dégustations gastronomiques et dans tous les univers gastronomiques, c'est 15 petits plats. Bon, au bout du 13-14e, on est quand même bien rempli et il faut un petit peu se forcer, hein. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ces poissons de qualité? Et puis après, toujours aussi une question, pourquoi est-ce que cette excellence du poisson cru, on va la retrouver que chez les Japonais? Pourquoi d'autres cuisines, pourquoi comme la cuisine portugaise, se sont pas inspirées? Parce que les côtes portugaises sont fantastiques, les côtes françaises sont fantastiques aussi, les côtes espagnoles sont elles aussi fantastiques avec un ton magique en Espagne qui est servi sur les plus grandes tables. Pourquoi est-ce qu'on va toujours, quand on est dans le cru, vers cet univers japonais? Je crois c'est historiquement la pêche crue en Japon était les nourritures de les pauvres. Mais dans le temps, ça a été développé un petit peu comme un produit haut de gamme, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale. Et le recommencement les avions entre les États-Unis et la France. Et avec le thon, qui était vraiment un produit déchet en Japon, jusqu'à ils ont découvert le thon de Californie ils ont commencé à manger le thon vraiment au Japon. Et après ça, le concept de omakase a développé, spécialement avec les nigiri, qui c'est les petits sushis avec juste la pêche au-dessous de riz. Et c'est vraiment, vous pouvez vraiment goûter le saveur d'une pêche
si c'est cru. Parce que si on cuisine le pêche, on perd toujours la richesse de mer. Je crois le style japonais qui est présenté un petit morceau de pêche euh, pour, pour vraiment tirer la saveur. C'est la meilleure forme de présenter la qualité qu'on a ici. Et malheureusement, on a parlé un petit peu de la cuisine portugaise. La cuisine portugaise, c'est excellent, mais ça manque la variété. C'est les 2, 3, 4 pêches que ils aiment. Il fait la grillade ou peut-être la bacalhau avec beaucoup d'huile d'olive et on perd un petit peu vraiment la fraîcheur de le produit. D'accord. Alors, justement, vous avez mis ce nigiri avec un peu de riz. Bon, le riz japonais, il a vraiment quelque chose d'exceptionnel et je vous encourage à aller le goûter parce que le vrai riz japonais est vraiment au-dessus. Là aussi, une autre question, comment se fait-il avec toutes les variétés qu'on a de riz dans le monde qu'on arrive à ce goût si parfait du riz japonais? C'est le riz en lui-même et uniquement le riz parce qu'il pousse dans l'archipel ou il y a une façon de le cuire et une façon de le faire qui n'est que japonaise? Oui, il y a une façon de cuire certainement. Nous, on achète le riz directement du Japon. C'est un riz haut de gamme euh, de Toyama, c'est un préfecture japonais. Euh, on a trouvé que c'est vraiment, on a le sentiment dans la bouche qu'on a besoin. On fait un process très dur chaque jour. On lave le riz, on polit un petit peu. Après, on mélange avec le sucre, les algues et aussi les vinaigres rouges que s'appelait akasu japonais. Tout produit haut de gamme, cher. Parce que aussi le riz et la mélange de riz tire le saveur de pêche. Donc, si vous mangez sashimi et si vous mangez le morceau au-dessous de riz, vous allez avoir un saveur totalement différent. Et on présente les deux dans la petite dégustation qu'on a fait. D'accord. Alors, euh, on a parlé de produits chers et c'est vrai que la qualité de la gastronomie a un coût. Donc, chez vous, c'est un menu unique, c'est ça? Il n'y a pas de Oui. choix. On Il n'y prend. a pas de choix parce que ça, c'est omakase. Et D'accord. ça dépend vraiment sur les produits de marché de matin. Donc, chaque D'accord. matin, on va recevoir tous les caisses de tous les marchés à Lisbonne parce qu'on a une variété de fournisseurs. Donc, pour les fruits de mer, on a quelqu'un. Pour le thon, on a quelqu'un. Et pour les autres pêches, on a quelqu'un. Donc, mais c'est D'accord. vraiment le mieux de mieux, le top de top. Et donc, on a un prix unique aussi, donc 80 euros, c'est ça? C'est 80 euros. Euh, je peux dire qu'on est le plus bon marché dans le marché parce qu'il y a les autres options, il y a les autres restaurants japonais haut de gamme. Vous pouvez manger la même chose, mais pour 2 fois le prix. Donc ça, c'est aussi l'objectif pour introduire cette style de manger à plus de monde parce que ça doit être une chose commune pour avoir l'appréciation pour les nourritures. Et on ne peut pas exclure tout le monde avec les prix. D'accord. Euh, Ok. Donc, on est sur un prix élevé, mais somme toute qui est très raisonnable par rapport à la qualité et si on le compare à la concurrence, c'est ça? exactement. D'accord. Alors, comment on fait pour vous trouver? Vous êtes sur les sites comme La Fourchette, des choses comme ça, ou il faut automatiquement aller sur votre site? Donc, je Euh, suppose que si on met omakaseri sur Google, on va arriver chez vous? Non? exactement. C'est Exactement. facilement. Aussi, il y a beaucoup d'articles. On est dans le Time Out. On a un Instagram qui est maintenant c'est une chaîne très populaire pour le monde moins de 50. Mhm. Et omakase parce que c'est une chose très particulière. Si vous mettez dans Google omakase Lisbonne, omakaseri, omakase japonais, on va sûrement être dans les premières 3, D'accord. 4 Alors, options.
Aujourd'hui, vous êtes à Lapa? Pas encore. Pardon, non, aujourd'hui, vous êtes à Alcantara Oui, et on est à au mois de juin ou au Alcantara. mois de juillet, vous allez bouger à Lapa. Oui, parce que malheureusement, l'espace est un petit peu trop petit. Donc, on fait la préparation pour presque entre 12 et 15 pêches différents dans un espace de 18 mètres carrés. Donc, je sais que nos clients aiment beaucoup Le côté l'intimité intimiste. oui, de l'espace, mais faut déménager pour avoir plus d'espace pour la préparation. Sinon, je crois mon équipe va me tuer. Donc, on fait ça, on bouge dans notre espace, mais aussi on peut faire. Je fais une nouvelle cuisine. Totalement avec les tops de machines pour préparer la pêche et les produits. Donc, on va élever l'offre qu'on a déjà, mais pour le même prix environ. Donc, c'est ça D'accord. l'idée. Il y aura toujours 7 places dans le restaurant ou un peu plus? On va augmenter significativement jusqu'à 10. C'est beaucoup. Ça fait 40% de hausse. C'est Oui, beaucoup. presque. Nous, Euh, les financiers, on compte vite, hein. Donc, ça fait plus oui, que 40% de hausse. exact. Donc, c'est, comme vous dites, c'est très significativement. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Donc, on vous encourage, je vous encourage à aller dans ce restaurant. Allez-y de la part de la French Radio, vous serez bien, bien reçus. C'est une vraie expérience, c'est très sympa. Pour l'instant, il n'y a que 7 places, donc c'est compliqué, mais vous y mangerez un peu comme à la maison. Et puis voilà, et puis il faut réserver longtemps à l'avance. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Rich, pour ce partage de savoir. Et merci pour cette expérience gastronomique très bien. Et bonne chance pour la suite. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Bernard, et merci aussi pour être le voisin parfait. La French Radio. Portugal.